Alors, chapitre 5, la naissance de Merlin, deuxième partie, parce que j'ai fait une connerie dans la vidéo d'avant, que j'ai dû couper. Puis de toute façon, elle est un peu longue. Hop. C'est préférable que je la coupe en deux. Merde. Pourquoi j'ai déjà fini? Alors, dans mon lit, j'ai tout à portée de main. Mince, j'ai pas de mon feu. Bon, j'ai un petit peu du mal pour la prononciation parfois. C'est parce qu'on a eu les dents de sagesse au mois de septembre. Du coup, il m'arrive de zozoter un petit peu, mais c'est pas très grave. Hop. Alors, alors, on en était où? Et que cela fut transmis aux générations futures. Mais, pendant que se déroulaient ainsi ces événements, les messagers qu'avait envoyés le roi Vortigern à travers toute l'île de Bretagne, afin de découvrir un enfant sans père, dont le sang fortifierait les fondations de sa tour, parcouraient tout le pays sans parvenir à un quelconque résultat. Je me suis pas brossé les dents en plus. Donc j'ai la nourriture partout dans les dents. C'est désagréable. Mais c'est pas grave, coûte que coûte, je vais faire ma lecture. Ils allaient deux par deux, de ville en ville, de village en village, d'une vallée à l'autre. Ils interrogeaient les habitants, prenaient conseil des vieillards, consultaient les devins et les astrologues. Personne ne connaissait un enfant dont le père n'appartenait pas à la race des hommes. Finalement, deux de ces messagers en rencontrèrent deux autres et décidèrent de poursuivre ensemble leurs recherches. Or, un jour qu'ils traversaient un grand champ à l'entrée d'une ville, ils virent de nombreux enfants qui jouaient au jeu de la soule. Et parmi ces enfants se trouvait Merlin. Il aperçut les messagers, et comme il savait les choses à venir, il comprit que ces hommes le cherchaient. Alors il s'approcha d'un de ses camarades de jeu qu'il savait violent et fier de sa naissance, et comme s'il s'agissait d'une maladresse, il lui donna un violent coup de pied dans la jambe. Pas très sympa, Merlin. Le camarade se mit à pleurer, et dans sa souffrance mêlée de colère, il se mit à injurier Merlin et à l'appeler « Fils dont on ne connaît pas le père ». Les messagers qui avaient vu l'incident entendirent ce que criait le garçon. Aussitôt, ils se dirigèrent vers l'enfant qui avait prononcé l'injure et lui demandèrent « Qui donc t'a frappé ?» L'enfant, à travers ses larmes, répondit « Le fils d'une femme qui n'a jamais su qui avait engendré son enfant et qui n'a donc jamais eu de père. » Ils sont vilains, les enfants. Bon, j'ai des croquettes de soja coincées entre les dents. Quand Merlin entendit cela, il s'en vint vers les messagers, et il se mit à rire et leur dit « Seigneur, je suis celui que vous cherchez, celui que vous avez juré de tuer et dont vous devez rapporter le sang au roi Vortigern. » Les messagers demeurèrent stupéfaits. « Qui t'a dit cela ?» demandèrent-ils. Merlin les regarda avec insolence, une petite flamme dans les yeux. La flamme du diable. « Je le sais, dit-il, depuis que vous avez juré au roi Vortigern de me tuer, de recueillir mon sang et de le lui rapporter. »
Les messagers ne savaient plus quoi répondre à ce garçon qui leur dévoilait ainsi l'objet de leur mission que personne en dehors des 12 et du roi Vortigern ne pouvait connaître. Pourtant, l'un des 4 se hasarda à demander: Nous suivras-tu si nous te le demandons? Merlin répondit: Seigneur, j'aurais bien peur d'être tué par vous. Mais si vous me donnez l'assurance que vous ne me ferez aucun mal, je vous suivrai, et je dirai au roi pourquoi l'on retrouve sa tour écroulée chaque matin, alors qu'elle était ferme et bien construite la veille au soir. Interloqués, les messagers se dirent entre eux: Vraiment, cet enfant tient des propos extraordinaires. Il faut qu'il appartienne au peuple des fées, pour nous dire très exactement ce que nous attendons de lui. Nous commettrions un grand crime en le tuant. Mieux vaut nous parjurer vis-à-vis du roi Vortigern et la mener vivant auprès de lui. Et ils ajoutèrent: Nous te promettons solennellement de ne jamais tenter de te causer du mal ni de te mettre à mort si tu acceptes de venir avec nous auprès du roi Vortigern. Sages hommes. Très bien, répondit Merlin, je le ferai donc, mais à une condition, c'est que vous veniez avec moi auprès de ma mère pour lui demander la permission de partir avec vous. Et les messagers lui dirent: Nous te suivrons où tu le voudras. Et Merlin emmena les messagers dans la maison de sa mère. Il présenta à celle-ci les messagers du roi Vortigern et dit: Mère, voici des hommes qui ont été chargés par le roi Vortigern de me tuer, de prendre mon sang et de l'emporter avec eux. Cela, je le savais depuis longtemps, mais je sais aussi qu'ils n'en feront rien, car ce sont des braves gens au service d'un mauvais roi. Ce roi a fait construire une tour qui s'écroule sans cesse chaque nuit. Il a réuni des clercs pour voir s'ils pouvaient résoudre ce problème, mais ils ont été incapables d'en connaître la cause, et à plus forte raison d'en préconiser le remède. Mais en jetant leur sort et en interrogeant les esprits de la terre, ils ont appris en revanche mon existence et ont compris que je pouvais leur nuire. Ils se sont donc concertés et ont décidé de me faire mourir. Ils ont affirmé au roi que sa tour ne tiendrait que si l'on mêlait aux fondations le sang d'un enfant dont le père n'était pas de la race des hommes. Cet enfant, c'est moi. Vortigern a été très surpris de ce qu'il disait, mais il les a crus et il a envoyé 12 messagers à travers l'île de Bretagne pour me retrouver. Mais selon le conseil des clercs, et pour que je ne puisse point leur nuire, il leur a demandé de me tuer et de ne rapporter que mon sang. Ainsi, les clercs du roi Vortigern se croient protégés alors que ce sont des incapables et de faux prophètes. Les messagers sont donc partis 2 par 2. Ces 4-là se sont rencontrés et m'ont découvert. Comme je savais bien qu'ils me recherchaient, j'ai fait en sorte d'attirer leur attention. Les voici donc devant toi, mère. Demande-leur s'ils ont l'intention de me tuer et d'obéir strictement aux ordres du roi Vortigern. Les messagers répondirent d'une voix: Dieu nous en garde de faire le moindre mal à cet enfant. Nous préférons plutôt parjurer et subir les pires châtiments de la part du roi plutôt que de toucher à un seul de ses cheveux. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il vienne avec nous et qu'il parle au roi Vortigern. Voilà. Ah mais je suis toujours à fond dedans, hein. J'ai beau le relire et le relire et le relire, à chaque fois, je suis à fond dedans. La mère de Merlin leur demanda alors si tout ce qu'avait dit l'enfant était exact. Oui, répondirent-ils, mais nous te jurons que nous ne ferons pas le moindre mal à ton fils. La mère de Merlin se tourna vers son fils. Disent-ils la vérité demanda-t-elle. Oui, ma mère, je sais qu'ils sont sincères et qu'ils me conduiront auprès du roi sans toucher à un seul de mes cheveux. Alors, je parlerai devant le roi et je lui dirai pourquoi sa tour s'écroule. Ils peuvent avoir confiance en moi autant que j'ai confiance en eux. La mère de Merlin dit: Puisqu'il en est ainsi, mon cher fils, je te donne la permission d'accompagner ces hommes après avoir pris acte de leur serment et je te recommande à Dieu. Je n'ai pas assez de sagesse pour te garder auprès de moi, et pourtant j'aurais bien voulu que tu grandisses dans cette maison jusqu'au jour où tu aurais pris le chemin de ta destinée. Merlin lui répondit: Ma mère, ma destinée a été tracée bien avant ma naissance, et même bien avant ma conception. Ne crains rien, ma mère, car tout se passera pour la gloire de Dieu et ton bonheur à toi. Je dois partir avec ces hommes, il ne peut en être autrement. Ainsi partit Merlin avec les messagers de Vortigern, après avoir pris congé de sa mère. Au cours de leur chevauchée, Merlin et les messagers traversèrent un jour une ville où se tenait un marché. À la sortie de la ville, ils aperçurent un paysan qui emportait une grande pièce de cuir. Il l'avait achetée pour réparer ses souliers car il voulait aller en pèlerinage.
Mais quand Merlin le vit, il se mit à rire. Pourquoi ris-tu demanda l'un des messagers. Merlin lui répondit. C'est à cause de ce paysan. Demandez-lui ce qu'il a l'intention de faire avec cette pièce de cuir. Il vous répondra qu'il doit préparer ses souliers dans le but de partir en pèlerinage. Suivez-le donc et vous verrez qu'il mourra avant d'arriver chez lui. Les messagers furent très surpris des paroles de l'enfant, mais néanmoins, pour en avoir le cœur net, ils rejoignirent le paysan et lui demandèrent ce qu'il comptait faire avec de cette pièce de cuir. Il leur répondit qu'il voulait réparer ses souliers afin de partir en pèlerinage. Et en pensant à ce que disait Merlin, il se disait cet homme a l'air en excellente santé, et cela nous étonnerait qu'il pût mourir avant d'arriver chez lui. Néanmoins, suivons-le et nous verrons bien si l'enfant a dit la vérité. Deux d'entre eux demeurèrent avec Merlin, se reposant sur le bord de la route. Les deux autres suivirent le paysan. Mais ils n'eurent pas fait une demi-lieue, qu'ils le virent tomber mort au milieu de la route, sa pièce de cuir enroulée autour de son bras. Après s'être bien assuré qu'il était mort, il revint vers les deux compagnons, leur rapportant ainsi qu'à Merlin cette étonnante nouvelle. Ne vous l'avais-je pas dit s'écria Merlin. Et les messagers se dirent entre eux. Les clercs étaient donc bien fous ou criminels pour imaginer que nous allions tuer un enfant aussi sage et aussi habile. Ils continuèrent leur chemin vers les domaines de Vortigern. Un jour, ils passèrent dans une ville où on enterrait un enfant. Des hommes et des femmes suivaient le cortège avec de grands cris et de grandes manifestations de douleur. En voyant ainsi ces gens se lamenter et en entendant chanter les prêtres et les clercs qui se hâtaient d'aller enterrer l'enfant, Merlin s'arrêta et se mit à rire. Les messagers lui demandèrent pourquoi il riait ainsi. Vous voyez cet homme qui se lamente et au premier rang ce prêtre qui chante. C'est pourtant le prêtre qui devrait se lamenter à la place de l'homme. Les messagers demandèrent à Merlin. Mais pourquoi? Veux-tu nous l'expliquer? Merlin se mit à rire et puis il dit. Voici pourquoi je ris. L'enfant pour lequel ce prêtre chante l'office des morts est son propre fils, mais il ne le sait pas. Quant à l'homme qui pleure, il n'a aucun lien de parenté avec l'enfant, mais il croit que c'est le sien. Je trouve cela très drôle. Encore une fois, les messagers furent interloqués. Mais comment nous en assurer, disent-ils. C'est facile, dit Merlin, il vous suffit d'aller trouver la femme et de lui demander pourquoi son mari pleure tant. Elle vous répondra que c'est parce que son fils est mort. Alors vous lui direz que ce n'est pas son fils, mais celui du prêtre qui chante. Vous saurez bien alors la vérité. Les messagers allèrent trouver la femme et agirent comme l'avait dit Merlin. À la fin, la femme se troubla et leur dit « Seigneur, je vois que je ne peux rien vous cacher. Tout ce que vous dites est vrai, mais au nom de Dieu, n'en dites-moi à mon mari, car il me tuerait s'il l'apprenait. » Les messagers retournèrent vers Merlin et se dirent entre eux que cet enfant était vraiment extraordinaire. Ils n'avaient jamais connu auparavant un tel devin, et leur admiration grandissait de plus en plus envers celui qu'on leur avait ordonné de tuer pour en rapporter le sang. Ils reprirent leur chemin, mais avant d'arriver au lieu où se tenait le roi Vortigern, les messagers lui dirent « Merlin, dis-nous s'il te plaît ce que nous devons faire. Nous pouvons évidemment annoncer à notre roi que nous t'avons trouvé, mais nous avons peur qu'il ne soit irrité contre nous parce que nous ne t'avons pas tué. » Merlin voyait bien qu'ils étaient dans un grand embarras. Il leur répondit « Faites tout ce que je vous dirai, et rien ne vous sera reproché, je vous l'assure par Dieu, notre maître à tous. Allez voir le roi Vortigern et dites-lui que vous m'avez trouvé. Mais n'oubliez pas de lui rapporter les preuves que je vous ai données de mes talons de devin. Et vous ajouterez que je me fais fort de lui expliquer comment et pourquoi sa tour ne peut tenir, à la seule condition que les clercs, qui l'ont bien mal conseillé, subissent le traitement qu'il voulait me réserver. Allez, parlez sans crainte devant le roi et agissez ensuite exactement comme il vous l'ordonnera. Les messagers se présentèrent donc devant Vortigern, et celui-ci fut tout heureux de les revoir. Il leur demanda si la mission qu'il leur avait confiée avait abouti à un résultat. Nous avons fait de notre mieux, répondirent-ils, et le prenant à part, ils lui expliquèrent les circonstances dans lesquelles ils avaient découvert l'enfant né d'un père n'appartenant pas à la race des hommes, et ils prirent bien soin d'ajouter qu'ils ne seraient point parvenus à le ramener si celui-ci n'était pas venu à eux spontanément. Apprends au roi, dirent-ils encore, que cet enfant se nomme Merlin et que c'est le meilleur devin, le plus sage et le plus efficace que nous puissions connaître. Il nous en a donné de nombreuses preuves pendant notre voyage de retour et nous a lui-même dit quelle était l'origine de notre mission sans que nous en ayons parlé à quiconque.
Il nous a dit qu'il serait très maladroit de notre part de le tuer et de rapporter seulement son sang pour le mêler au mortier des fondations de la tour. Il a ajouté que les clercs qui t'ont donné ce conseil ne savent pas comment ni pourquoi cette tour s'écroule, et que ce sont des imposteurs qui ont peur de lui. Il a affirmé que lui seul peut te dire la cause de l'effondrement de cette tour et qu'il peut te le prouver. Il nous a dit encore bien d'autres choses, toutes plus admirables les unes que les autres, et nous a envoyés vers toi pour savoir si tu voudrais bien lui parler. Mais les messagers, qui craignaient beaucoup le roi, se hâtèrent de préciser. Au reste, si tu nous l'ordonnes, nous pouvons encore le tuer, car 2 de nos compagnons sont restés pour le garder. Vortigern réfléchit quelques instants, puis il parla ainsi. Puisque cet enfant a dit les choses que vous prétendez, il faut donc que je l'écoute. Il sera toujours temps ensuite de prendre une décision. Et si vous vous portez garant sur votre vie que ce Merlin nous expliquera comment et pourquoi la tour s'écroule, je consens volontiers à ce qu'on ne le tue pas maintenant et à ce qu'on me l'amène pour qu'il me parle en toute franchise. Les messagers, satisfaits de l'attitude de Vortigern, s'en retournèrent près de Merlin, suivis par le roi lui-même. Lorsqu'il les vit arriver, Merlin se mit à rire et dit « Seigneur, vous êtes constitué mes garants sur votre propre vie. » « C'est exact, » répondirent les messagers. « Nous avons dû choisir et nous avons préféré risquer nos vies plutôt que de te tuer. » Merlin les rassura en leur disant qu'il saurait bien les protéger. Puis il salua le roi et lui demanda de venir à l'écart pour parler en secret. Alors il lui dit « Seigneur roi, tu m'as envoyé chercher à cause de cette tour qui ne peut tenir et tu as ordonné à tes messagers de me tuer et de ramener mon sang. Mais cela tu l'as fait à l'instigation de tes clercs que tu avais consultés à ce sujet. Ils ont prétendu que la tour ne pouvait pas tenir si l'on ne mélangeait pas le sang d'un enfant sans père avec le mortier. Ils t'ont menti, parce qu'ils savaient que je saurais bien résoudre ton problème et que je représentais un danger pour eux. Tes clercs, roi Vortigern, ne sont bons qu'à passer leur temps en vaine parlotte, et leur science ne vaut pas plus qu'un petit caillou dans un torrent. Or, si tu me jures que tu réserveras aux clercs le traitement qu'ils voulaient me faire subir, je te montrerai comment et pourquoi ta tour ne tient pas, et je t'indiquerai, si tu le désires, le moyen d'y remédier. Si tu me montres ce à quoi tu t'engages, je ferai des clercs ce que tu voudras, répondit Vortigern. Et Merlin reprit. Si je mens aussi peu que ce soit, retire-moi ta confiance à tout jamais. Fais venir les clercs auprès de la tour, et c'est devant eux que je t'expliquerai ce mystère. Le roi conduisit Merlin près de la tour. Quand il vit les clercs, Merlin se mit à rire, et par l'intermédiaire d'un des messagers, leur fit demander pourquoi, à leur avis, la tour ne pouvait pas tenir. Ils répondirent « Nous n'en savons rien, mais nous avons indiqué au roi dans quelles conditions elle pourrait tenir. » Le roi intervint alors. « Ce sont des conditions bien étonnantes en vérité. Puisque vous m'avez demandé de trouver un enfant dont le père n'était pas de la race des hommes. Or, je ne sais pas comment on pourrait trouver un tel enfant. » Merlin s'avança vers les clercs et leur dit « Seigneur, c'est prendre le roi pour un fou que de lui faire accomplir une telle démarche, alors que vous avez tout simplement peur de mourir à cause de cet enfant. C'est ainsi que vous avez cru possible de vous débarrasser de cet être qui doit causer votre mort. » En entendant l'enfant s'exprimer ainsi, les clercs furent remplis d'épouvante et comprirent qu'ils ne pourraient plus échapper à leur sort. Merlin dit alors au roi « Je vais maintenant te révéler le mystère de cette tour. Sais-tu qu'il y a sous cette tour une grande nappe d'eau, et par-dessous 2 dragons aveugles, l'un blanc, l'autre rouge, sur lesquels pèsent 2 grosses pierres? Ils sont tous deux très grands et très forts, et chacun d'eux connaît bien l'existence de l'autre. Or, quand on construit la tour, le poids de l'eau et de la terre devient de plus en plus intolérable. Les 2 dragons bougent, et c'est pourquoi ta tour ne peut que s'écrouler. Fais donc examiner le sol en dessous de cet endroit, et si je ne t'ai pas dit exactement la vérité, tu pourras me faire tuer. Mais si en revanche j'ai dit la vérité, accorde la liberté aux messagers, qui sont mes garants, et ordonne qu'on mette en accusation les clercs qui ne savaient rien de tout cela. » C'est les 2 dragons du début. Peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. Vortigern se hâta de faire venir les ouvriers et leur ordonna de commencer immédiatement leurs travaux de fouille et de déblaiement. L'entreprise parut tout à fait insensée aux gens du royaume, mais personne n'osa dire quoi que ce fût contre la volonté du roi.
Merlin, de son côté, ordonna qu'on mît les clercs sous bonne garde. Les ouvriers creusèrent donc activement et finirent par atteindre la nappe d'eau. Ils appelèrent Vortigern pour lui montrer ce qu'ils venaient de découvrir. Le roi fut très joyeux, mais il dit à Merlin: Voici qui est bien, mais comment peut-on faire pour enlever cette eau et creuser par en dessous? Merlin répondit: C'est facile, il suffit de drainer l'eau à travers les champs, dans des canaux très profonds. Les travaux continuèrent donc. L'eau fut évacuée par des canaux et l'on creusa sous l'emplacement du lac. Et pendant que ce travail s'accomplissait, Merlin demanda à Vortigern de faire venir les gens importants du royaume pour qu'ils puissent être témoins de ce qui se passerait. Car, dit-il, dès que l'on aura découvert des dragons, chacun prendra conscience de la présence de l'autre. Ils se réveilleront alors de leur torpeur, ils se combattront immédiatement et s'entretueront. Et il faut que chacun puisse voir cette bataille car elle est lourde de signification. C'est clair, ça fait référence aux Vikings. Le peuple, pendant ce temps-là, s'était réuni et les nobles du royaume étaient venus près du roi. Les ouvriers dégagèrent les pierres et les retirèrent. Alors apparurent les deux dragons, si grands, si monstrueux et si hideux que tous en reculèrent d'horreur. Le dragon rouge paraissait encore plus hideux et plus puissant que le blanc, et Vortigern eut l'impression que ce serait lui le vainqueur. Tu peux constater que j'ai dit la vérité, dit Merlin au roi. Maintenant tu dois libérer les messagers qui sont mes garants. Vortigern ordonna donc que les messagers fussent libérés. Cependant, les deux dragons s'étaient réveillés. Ils se virent si près l'un de l'autre qu'ils se mirent immédiatement en fureur. Ils se ruèrent l'un sur l'autre, et jamais, de mémoire d'homme, on ne vit plus extraordinaire et plus terrifiante bataille entre deux bêtes. Elles se battirent avec violence et férocité pendant une journée et une nuit, et le lendemain, vers l'heure du midi, le combat atteignit son paroxysme. La plupart des spectateurs étaient persuadés que le dragon rouge allait tuer le blanc, mais tout à coup du feu jaillit des narines et de la gueule du blanc, et ce feu vint brûler le dragon rouge. Et quand le dragon rouge fut mort, le blanc se retira à l'écart et se coucha pour mourir à son tour. Voilà qui est fait, déclara Merlin à Vortigern, et tu peux maintenant construire ici une tour aussi haute et puissante que tu voudras, car elle ne s'écroulera jamais plus. Vortigern convoqua alors les charpentiers et les maçons et leur commanda de reprendre les travaux afin de construire la tour la plus grande et la plus solide possible. Puis il prit Merlin à part et lui demanda ce que signifiaient les deux dragons et comment le blanc, qui paraissait le plus faible, avait pu tuer le rouge qui avait pourtant eu si longtemps l'avantage. Merlin lui répondit: Ce qui est ici signifié concerne aussi bien le passé que l'avenir. Si tu me donnais ta parole de ne me faire aucun mal, je consentirai à t'expliquer tout ce que cela signifie, et cela devant les membres les plus respectables de ton conseil. Hop. Vortigern donna sa parole, qu'il ne ferait aucun mal à Merlin, et qu'il ne permettrait pas que quiconque lui en fît. Il convoqua ses conseillers, parmi lesquels se trouvaient les clercs, qui avaient voulu faire mourir l'enfant sans père, et c'est à eux que s'adressa Merlin. Seigneur, vous êtes bien fou de vouloir vous mêler d'astrologie alors que vous n'êtes ni assez vertueux ni assez juste pour avoir accès à cette science. C'est parce que vous êtes rempli de vices et de turpitude que vous avez échoué dans votre entreprise. Votre science imparfaite ne vous a pas permis de lire dans les astres ce que Vortigern vous demandait, car vous n'en étiez pas digne. Mais par contre, il vous a été plus facile de voir que j'étais né. Mais je sais qui vous a révélé cela. C'est l'ennemi, dans sa fureur de m'avoir perdu, et qui espérait bien qu'ainsi je disparaîtrais. Il aurait bien aimé que je fusse tué, mais j'ai un maître qui sait me préserver de toutes les ruses du diable dont je ferai éclater l'imposture. Et je ne chercherai en aucune manière à vous faire mourir, vous qui êtes pourtant indigne, si vous me promettez de faire ce que je vous demanderai. En entendant ces paroles, les clercs furent bien soulagés. Ils avaient maintenant l'espoir d'échapper à la mort,
Ils répondirent: Merlin, nous ferons tout ce que tu nous demanderas, si c'est en notre pouvoir, car nous comprenons bien maintenant que tu es l'être le plus sage que nous ayons connu. Et Merlin dit: Alors renoncez à pratiquer votre art, allez confesser que vous vous y êtes adonné, et soumettez-vous à une pénitence telle que vos âmes ne puissent être damnées. Si vous vous engagez à cela, je vous laisserai partir. Les clercs le remercièrent et lui promirent de faire tout ce qu'il avait demandé. Cependant, Vortigern et ses conseillers pressèrent Merlin de révéler ce que signifiaient les dragons et leur étrange combat. Vortigern, dit brusquement Merlin, le dragon rouge, c'est toi, et le dragon blanc, ce sont les fils de Constantin. Cette réponse plongea Vortigern dans la honte et la terreur. Merlin, qui s'était aperçu de son trouble, lui dit encore: Vortigern, si tu le souhaites, je m'arrête ici, mais je te prie de ne pas m'en vouloir. Il ne tient qu'à toi de connaître ou de ne pas connaître l'entière signification des merveilles qui ont été vues ici. Vortigern s'était ressaisi. Merlin, tous ces hommes font partie de mon conseil. Je désire que tu ailles jusqu'au bout et que tu nous révèles toute la vérité, même si elle est désagréable à entendre, et je m'engage à ne te faire aucun mal, quoi que tu dises. Voilà de sages paroles, dit Merlin, et je vais donc dévoiler ce mystère. Le dragon rouge, Vortigern, c'est donc toi-même. Comme tu le sais, les fils de Constantin étaient très jeunes à la mort de leur père. Seul Constant était presque adulte, mais il était moine, et c'est lui qui fut choisi comme roi. Mais tu as profité de sa jeunesse et de son inexpérience. Si tu t'étais comporté en loyal parent, tu l'aurais aidé le mieux possible, mais ton ambition était telle que tu voulais pour toi seul la couronne et la gloire, et aussi la richesse. Car tu le sais bien, tu as prélevé tout ce que tu as pu sur les terres de tes neveux, les dépouillant ainsi d'une partie de leur héritage. Et cela ne te suffisait pas, tu en voulais encore davantage. Il te fallait en effet beaucoup d'or et de richesses pour t'attacher la fidélité des hommes de ce royaume. Lorsque tu as compris que tu y étais parvenu, tu t'es retiré des affaires, en souhaitant que, les choses allant très mal du fait de l'inexpérience de Constant, les hommes du royaume te supplieraient de prendre leur tête. Ils sont venus vers toi pour se plaindre du roi Constant, qu'il jugeait incapable d'assumer sa fonction, mais au lieu de promettre tes conseils au jeune roi, tu as préféré répondre avec perfidie que tu ne pouvais commander tant que vivait le roi Constant. C'est ainsi que tu as trahi ta parole. Ceux qui avaient entendu tes propos comprirent que tu leur demandais de tuer le roi Constant, et c'est ce qu'ils ont fait. Heureusement, les deux jeunes frères de Constant, Emrys et Uther, confiés à des gens honnêtes, sont partis en exil bien à l'abri de tes poursuites. Et tu es devenu roi parce que personne ne pouvait commander ce royaume mieux que toi. Mais tu n'es qu'un usurpateur, et tu le sais fort bien. Et quand ceux qui avaient tué le roi Constant sont venus te demander le prix de leur service, tu les as fait tuer pour faire croire que tu vengeais l'assassinat de ton neveu. Ce n'était là que faux semblants, et peu, les hommes de ce royaume ont compris qui tu étais en réalité. Tu as des ennemis, Vortigern, beaucoup d'ennemis attachés à ta perte. C'est pourquoi tu fais construire cette tour pour te protéger, mais sache bien que la tour ne peut te protéger tant que toi-même tu t'y refuses. Vortigern avait écouté sans broncher le discours de Merlin. Il savait que celui-ci disait toute la vérité et que Merlin avait le pouvoir de fouiller au fond de son âme pour en dévoiler les moindres secrets. Cependant, il dit à Merlin: Tu es l'être le plus sage du monde, Merlin, mais je te prie de m'indiquer comment je pourrais me protéger, et si tu consens à me le révéler, de quelle mort je mourrai. Merlin lui répondit: Tu le veux vraiment? Vortigern, de plus en plus troublé, lui affirma qu'il le voulait. Merlin reprit ainsi son discours. Le dragon rouge, qui était fort et agressif, c'est toi, avec ton orgueil, ta puissance et tes mauvaises intentions. L'autre dragon, qui était blanc, ce sont les deux jeunes frères du roi Constant, qui sont en exil à cause de toi. Mais le jour viendra où ils reviendront pour réclamer leur héritage et pour chasser le tyran que tu es. Si le dragon blanc a fini par brûler et tuer le dragon rouge, c'est que les frères de Constant, Emrys et Uther, te pourchasseront jusqu'à ce que tu meures dans les flammes. Et ne t'imagine pas que tu pourras, grâce à ta tour, échapper à ton destin, car cela est écrit de toute éternité. Plus Merlin parlait, plus Vortigern était saisi par l'angoisse. Il ne pouvait plus douter des paroles de Merlin, car celui-ci avait déjà donné de nombreuses preuves de ses connaissances. Ses conseillers se taisaient, sachant bien eux aussi que les événements s'étaient ainsi déroulés, et qu'il en avait été non seulement les témoins, mais les acteurs. Finalement, Vortigern se décida à demander à Merlin: Merlin, Merlin,
Dis-moi encore, les deux enfants, ces frères de Constant, où sont-ils actuellement? Merlin se mit à marcher de long en large, puis il dit: Ce sont, ce ne sont plus des enfants à présent, Vortigern, ce sont des adultes, et ils ont pleinement conscience de leurs droits, pleinement conscience du tort que tu leur as causé, ainsi qu'à tout le royaume de Bretagne. Ils disent à juste titre que tu es un usurpateur et un traître à ton pays, car c'est toi qui, le premier, a fait venir dans cette île les Saxons et a conclu un traité d'alliance avec eux. Ils répètent partout que tu as tué leur frère Constant, parce que celui-ci t'empêchait d'accéder à la royauté et qu'ils entreprendront contre toi tout ce qu'ils pourront entreprendre afin de restaurer la dignité et la justice dans ce royaume. Vortigern était de plus en plus atterré. Mais, dit-il encore, n'y a-t-il pas un moyen d'empêcher tout cela? Merlin se mit à rire et dit: Il n'y a rien à faire. Rien ne saurait t'empêcher que tu ne sois brûlé par les frères de Constant, exactement comme le dragon rouge, longtemps le grand triomphateur, a été brûlé et tué par le dragon blanc. Tous les assistants demeuraient figés, tant la voix de Merlin leur apparaissait comme celle d'un dieu qui s'adressait à eux à travers la lumière du soleil. Alors Merlin se mit en transe, les yeux grands ouverts sur le ciel, et voici ce qu'il dit à Vortigern et à tous les sages de Bretagne rassemblés autour du roi. Malheur au dragon rouge, car le jour de sa défaite approche. Sa caverne sera occupée par le dragon blanc. Les montagnes seront rasées au niveau des vallées, et les vallées seront ruisselantes de sang. Ce sera le triomphe du loup des eaux. Alors se lèveront les vents du nord, et les fleurs que le zéphyr faisait pousser périront de froid. Les sanctuaires s'écrouleront sur leurs bases et les combats à l'épée ne cesseront point. Malheur au dragon rouge, car il a présumé de ses forces, et ce sera le dragon blanc qui le tuera, le livrant aux flammes de l'enfer et détruisant tout ce qui appartenait au temps ancien. En ces jours de colère, on tirera de l'or du lys et des orties, et l'on trouvera de l'argent dans le sabot des bêtes mugissantes. Il y aura la paix sur toute cette île, parce qu'un homme surgi du plus profond d'une vallée viendra réveiller le courage et la ténacité de chacun. Il sera le lion de justice, et ses rugissements feront trembler les forteresses de cette île et celles qui se trouvent de l'autre côté de la mer. Mais alors, les femmes prendront une démarche de serpent, et tout dans leur attitude dénotera l'orgueil et la démesure. La débauche s'emparera de tous, et l'humanité ne cessera de forniquer pour la plus grande gloire de l'ennemi. Un sanglier surgira des forêts et rabattra les troupeaux sur les pâturages désertés depuis de longues années. Sa poitrine nourrira les affamés, et de sa bouche sortiront des fleuves qui abreuveront les assoiffés. Puis, sur la tour de Londres, naîtra un bel arbre à 3 branches qui couvrira l'île tout entière de son feuillage. Mais il viendra un vent de tempête et de malheur qui arrachera la 3e branche. Des 2 autres, une seule subsistera, en étouffant la seconde par la multitude de ses feuilles. Elle accueillera les oiseaux des pays étrangers qui se répandront partout, du sommet des montagnes jusqu'au plus profond des vallées. Mais elle paraîtra si nocive aux oiseaux de ce pays que bien grande sera la crainte de son ombre. C'est alors que viendra l'âne de l'iniquité. Il sera un orfèvre des plus habiles, mais il sera trop indolent parmi les loups avides qui se répandront partout. En ce temps-là, les chênes brûleront pendant 7 mois, et de leurs glands naîtront des tilleuls. La Séverne se jettera dans la mer par 7 bras, et le fleuve Ouisgue bouillonnera pendant 7 mois. Les poissons mourront de chaleur, et de naîtront des serpents. Les bains de baffe refroidiront, et leurs eaux autrefois salubres déverseront des poisons mortels. De la ville des bois de Canute surgira une jeune fille qui arrêtera le fléau. Elle desséchera de son souffle les forces du mal. Ensuite, après s'être guérie elle-même dans une eau salutaire, elle portera de sa main droite la forêt de Kélidon, forme galloise de Calédonia, désignant l'ancienne forêt qui recouvrait le territoire compris entre Carlisle et Glasgow, et où vécut le Merlin historique. Hop. Sous ses pas s'élèveront des vapeurs de soufre et des flammes gigantesques. La jeune fille versera d'abondantes larmes et remplira toute l'île de ses épouvantables clameurs, et elle sera tuée par un cerf à 10 corps,
dont 4 porteront des diadèmes. Ensuite, des bois de Calatyr surgira un héron qui survolera l'île pendant 2 ans. Par ses sombres clameurs, il rassemblera une grande troupe d'oiseaux de toutes sortes. Une grande famine s'ensuivra, et la famine amènera une terrible mortalité. Et lorsque ces calamités auront cessé, le détestable oiseau ira vers la vallée de Galab et s'élèvera jusqu'au plus haut des monts. Au sommet, il bâtira un nid parmi les feuilles d'un chêne qu'il aura planté. Il pondra 3 œufs dans son nid, et de ces œufs naîtront un renard, un loup et un ours. Le renard dévorera sa mère et prendra une tête d'âne. Le sanglier fera appel au loup et à l'ours. Il faut savoir que dans la symbolique celtique, le sanglier est un emblème sacerdotal et l'ours un emblème royal. Dans ce déferlement délirant, il est question d'Arthur, le roi promis pour réunifier le royaume. Or, le nom d'Arthur provient d'un mot celtique, Arthwars, signifiant ours. Appelle le loup à l'ours pour qu'il lui retrouve ses membres épars. Ils feront alliance et promettront de lui apporter 2 pattes du renard, ses 2 oreilles et sa queue. Alors le renard descendra des montagnes et se changera en loup. Il s'approchera du sanglier pour lui parler et le dévorera en entier. Ensuite il se transformera en sanglier boiteux, et quand les autres arriveront, il les tuera d'un coup de dent et se couronnera de la tête du lion. Alors un homme plongera la tête du lion dans un grand bassin de vin, et l'éclat de l'or aveuglera ses yeux. Ça, c'est de l'alchimie, hein. L'argent blanchira par cercles, et tous les pressoirs se mettront en mouvement. Les hommes s'enivreront de vin nouveau et oublieront le ciel pour la terre. Les astres se détourneront d'eux et brouilleront leur course. Les moissons se sécheront et l'eau disparaîtra de la surface de la terre, tandis que les rameaux se changeront en racines et les racines en rameaux. Les 12 demeures des planètes gémiront de se voir ainsi abandonnées par leurs habitants, et le choc des rayons de lumière venus de très haut soulèvera les eaux de la mer, des fleuves et des lacs. Ainsi ressurgira la poussière des temps anciens, et les vents se heurteront si violemment que leur vacarme ira se perdre dans les astres. Ces délirantes vaticinations sont extraites de l'Historia Regum Britanniae. Ayant ainsi prophétisé sur le devenir du monde, Merlin se retira sans que personne n'intervînt pour lui poser d'autres questions. D'ailleurs, aucun de ceux qui assistaient à cette étrange audience ne comprit ce que l'enfant avait voulu signifier, et aucun d'entre eux ne vit la direction dans laquelle il s'engageait. Mais l'histoire raconte que Merlin s'en alla rejoindre l'ermite Blaise, au plus profond de la forêt de Kélidone, et qu'il dicta au prêtre le récit des événements qui étaient advenus au royaume de Bretagne. L'ensemble du chapitre est inspiré de Merlin, en prose, de la tradition de Robert de Boron. Voilà. Hop. Eh ben, quelle endurance. Prochain chapitre, 6, Merlin et le roi Emrys. Bye.